Bon, on commence alors. Est-ce que Lazare faisait partie du faisceau nazaréen avant sa résurrection? Est-ce que son séjour dans l'astral, je ne sais trop où, lui a permis de créer son propre faisceau? Quel rôle a-t-il joué par la suite? Non, il y avait des parties réincarnationnelles dans l'ego de Lazare qui faisaient partie des consistances nazaréennes, et c'est pourquoi d'ailleurs il est mort, de façon à libérer ces parties-là qui ont été récupérées par le nazaréen. Par la suite, le reste de son faisceau, qui était déjà existentiel, a été libéré. Et Lazare est resté parce qu'il était là. Il a permis d'écrire son propre faisceau. Donc non, quel rôle a-t-il joué par la suite? Lazare, il a joué le rôle du hasard, c'est-à-dire que tout arrive par Lazare. Il a tripoté l'Union soviétique de façon à laisser à l'intérieur de la structure psychologique des religions orthodoxes là-bas et d'autres religions plus autochtones des consistances qui devaient nécessairement aboutir au communisme ou à l'espèce de capitalisme d'État que l'on connaît aujourd'hui. Et il a aussi préparé l'Union soviétique à s'unir. Il a aussi vécu dans l'époque de Pierre le Grand, qui est un grand tsar soviétique à l'époque de toutes les Russies. Et il a par la suite travaillé au niveau de l'Amérique, beaucoup plus tard, dans le but de s'arranger aussi, dans le but de faire en sorte que l'Amérique devienne un peuple de liberté qui pourrait être la correspondance négative, ou disons rosicrucienne, de l'Union soviétique, qui est la correspondance franc-maçonnique des États-Unis d'Amérique. Il a vécu donc dans ces régions de l'Union soviétique. Lentement, il a réussi à exporter un corps, et il a manqué son coup, il a recommencé plusieurs fois, exporter des corps vers l'Europe, et il a été reconnu sous le nom du comte de Saint-Germain, surtout. À l'époque de Louis XIV, Louis XV, il a fui en Angleterre, il a travaillé là-bas un grand bout de temps pour restructurer les bases même de la franc-maçonnerie. On l'a vu évidemment un peu avant, dans les 1300, lorsqu'il a mis sur pied l'ordre de la Rose-Croix, et lorsqu'il a jeté les fondements même des fils de l'homme libre, les Freemasons, qui sont devenus par la suite les francs-maçons. Et il a fait énormément de choses. Pourquoi les évangélistes ont-ils été associés à des animaux, aigles, taureaux, lions? Est-ce que le nazaréen avait une plurilocalisation de son corps physique? Bon, premièrement, parce que habituellement, l'intelligence ne pouvait manipuler l'homme par la forme, étant donné que à l'époque, les égaux n'étaient pas suffisamment impressionnables. On pouvait les impressionner, mais l'intelligence avait de la difficulté à impressionner un ego qui était déjà sous la tutelle de l'astral. Et normalement, l'intelligence passait par certains animaux qui avaient des formes, donc des ondes de forme caractéristiques de certaines qualités ou défauts, de certaines qualités ou défauts psychologiques des individus. L'aigle, de par sa configuration endoformique, est un animal qui semble toujours froncer les sourcils. Ça lui donne un caractère sévère. Alors, il pouvait donc transmettre une sévérité de communication par l'intermédiaire de l'intelligence prémentale. On avait le taureau, qui par sa configuration ressemble un peu à la colère, mais le taureau peut aussi être calme, assis, ses cornes, sa puissance, son regard, ses naseaux. Alors, lorsqu'un taureau pointe quelqu'un, il y a un onde de forme qui est dégagé, l'intelligence s'en est servie aussi. Le lion, c'est un peu la même chose, avec la crinière, l'auréole de l'aura dorée qui entoure les personnes qui ont un fusionnement assez avancé avec l'ordre bétérique, et un paquet d'autres animaux. Quelle que soit l'étymologie, les animaux ont été énormément des boucs émissaires pour transporter de l'intelligence vers l'ego de celui qui recevait. Étant donné que dans la majorité des cas, les semi-avatars, les apôtres, les évangélistes, comme dans d'autres religions, d'autres personnages, ont toujours été soit accompagnés de l'animal particulier ou encore s'en servaient souvent, comme pour donner des exemples. Et bien souvent aussi, le faciès d'un être humain, par le contact supramental, l'intelligence lentement pouvait parvenir à muter une partie de son corps. Le faciès d'un être humain ressemblait à quelque chose et l'attitude psychologique que l'évangéliste exprimait se retrouvait, pouvait être supportée par la même onde de forme chez l'animal, et c'est pourquoi aussi on peut faire des relations. Dépendant donc des animaux et des évangélistes ou des avatars, il y a eu des relations qui ont été faites. Quand on parle par exemple de Ram qui veut dire bélier, quand on parle d'Abraham qui veut dire celui qui est issu de Ram, quand on parle du Nazaréen qui est l'agneau de Dieu, le fils du bélier, il y a toujours eu des correspondances entre les animaux et l'humain à cause que l'intelligence supramentale à l'époque passait par l'onde de forme de l'animal pour réveiller. En Amérique ici, on a eu la même chose.
L'Indien devait avoir une vision de l'animal, et là, il comprenait un paquet de choses, l'intelligence passait par l'animal. Un ego, même totalement transformé par le Christ, comme l'était l'ego Jésus, est-il esprit? Alors, il y a 2000 ans, il y Non. eut... Donc, la question suivante. Alors, il y a 2000 ans, il y eut à un moment donné l'Esprit Christ descendu habiter le corps du Nazaréen et l'Esprit provenant de la transformation de l'ego Jésus. C'est non. Voilà. Le Nazaréen a ramassé tout son faisceau. À qui sont les autres faisceaux? Aux apôtres connus du Christ? Non. Est-ce que Jésus a son propre faisceau ou il fait partie de celui du Nazaréen? Jésus a son propre faisceau, qui fait partie de celui du Nazaréen. C'est bien. À qui sont les autres faisceaux? Un faisceau n'appartient pas à quelqu'un. Quand on dit le Nazaréen, c'est que le faisceau est venu, il s'est retiré. Bon, il y a un corps physique qui était celui du Nazaréen, qui a servi à communiquer des choses. Alors on peut dire qu'il y a un faisceau qui appartient à Marc. Mais Marc, il est mort, Marc, il est dissous, Marc, il est digéré quelque part, Marc. Alors, mais c'est un faisceau qui a déjà été exprimé par un bonhomme qui s'appelait Marc, par Pierre, par Jean, par Luc, par Thomas, et par un paquet d'autres. Mais ce sont simplement des faisceaux, ça n'appartient pas à un individu, ça n'appartient pas à un ego. Donc, à un moment donné, on peut faire une recherche, et puis, finalement, on part tout à l'heure avec Toutankhamon, donc antérieur aux apôtres, et on peut remonter, voir quel faisceau d'apôtres te rejoint. Et si on rejoint Marc, on ne pourra pas dire, ah bon, ben, t'appartiens à Marc. Non, il y a des chances que Marc appartienne à Marc. À une autre conférence du mois, il a été question que le futur créait le passé. Oui. Donc, au PMC+, nous ne considérerons que le passé généré par un futur. Devrons-nous choisir lequel? Choisir quel passé? Le futur. À une autre conférence du mois, il a été question que le futur créait le passé. Bon, au PMC+, nous ne considérerons que le passé généré par un futur. Devrons-nous choisir lequel? Sans doute le passé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Si le passé est généré par le futur, ça serait de choisir son futur, donc ton passé automatiquement va changer. Oui. Maintenant, la seule chose qu'il y a, c'est que présentement, le futur qui est constitué par les passés constitués par les prolongations du futur rétrogradement dans la conscience de l'homme. Parce que dans la pensée de l'homme, j'ai expliqué que le temps mental était à l'inverse du temps matériel, que dans la matière, tout se dégradait vers l'avenir, et que dans le mental de l'homme, tout se consolidait vers le passé. Alors donc, il y a un temps inverse. C'est pourquoi notre avenir crée notre passé au niveau astral et au niveau mental, alors que dans la matière, c'est plutôt l'inverse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du PMC+, moi, ce que je veux faire, ce que je veux tenter, c'est d'aller chercher dans le présent les traces qui ont constitué les mémoires qui habitent présentement nos égos et nos âmes. Autrement dit, on peut inventer notre passé. Pour inventer notre passé, de façon à le consolider, on doit, la question d'ailleurs est très intéressante, on doit s'arranger évidemment pour qu'au niveau de l'onde de forme, on change des choses de façon à attirer vers nous des mémoires actuellement présentes, mais des mémoires du passé, pour que celles-ci se réincarnent chez nous, comme on l'a déjà expliqué aussi dans un PMC+. Lorsque cela est fait, nécessairement, on vient de choisir notre passé, c'est-à-dire qu'on oblige des réincarnations de structures du passé à venir nous investir. Et nécessairement, on est maintenant à la réincarnation de telle ou telle ou telle structure du passé. Au niveau du PMC+, ce que je veux par la suite, moi, c'est cheminer à travers cela pour aller récupérer tous les fondements de l'énergie, libérer les choses qu'on ne veut pas réincarner chez soi et essayer de rayonner le peu d'énergie qualitative qui va sortir de là et en digérant les parties qui sont négatives. Alors, lorsque l'individu choisit un futur différent, il choisit aussi un passé différent. Mais, comme j'ai expliqué dans un des PMC+, c'est que l'onde de forme est importante. De toute façon, on va revenir sur ce phénomène-là. Tu ne peux pas réincarner quelqu'un de riche, tu t'habilles en pauvre. Donc, tu ne pourras pas non plus cheminer à travers une réincarnation de riche, donc choisir un passé si tu ne choisis pas un futur de riche. Et il y a énormément d'individus qui, de par leur génétique familiale, ont d'immenses capacités. La seule chose qu'évidemment, il faut faire attention encore une fois à l'ego, mais il est temps que certaines choses éclatent, se révèlent dans la conscience des individus. En passant, lorsqu'un individu chemine sur les trames réincarnationnelles, ça, s'il ne doutait pas avant, il va douter après. Peux-tu compléter ton commentaire là-dessus? Oui, je peux. Complète-le, s'il te plaît. Ah, ben, ça me plaît pas. Juste complète-le, ça aurait été bien, mais... Complète-le. Oui, on se reprendra.
Une antenne supramentale n'a pas besoin de se faire confirmer par une autre qu'elle est supramentale, elle le sait. Pourquoi alors ce qui constitue l'antenne a-t-il besoin de se faire dire qu'il est par quelqu'un d'autre alors qu'il le sait? Voilà. Une confirmation, ce n'est pas un apprentissage, n'est-ce pas? Même si on sait ce que l'on sait, la confirmation est simplement une confirmation. On n'a pas besoin, en tant qu'antenne supramentale, de se faire confirmer comme étant une antenne supramentale. On a besoin de se faire confirmer en tant qu'expression planétaire. C'est extrêmement différent. Au niveau supramental, c'est impeccable. À l'instant où l'intelligence a un corps physique et qu'elle a une expression planétaire, là, il y a des problèmes. Pour être absolument certain du point de vue de l'ego, l'ego ne peut pas faire confiance exclusivement au contact supramental. L'ego a besoin d'être confirmé par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est reconnu par la conscience supramentale qui instruit l'ego. Ce n'est pas une instruction, c'est une confirmation. Une grosse nuance. Il semble que la Terre soit la planète où il y a tellement de différences entre les hommes qu'il devient difficile d'avoir un gouvernement planétaire, alors que de telles différences n'existent pas sur d'autres planètes. Pourquoi de telles différences? Est-ce vrai aussi que la Terre est en quarantaine? Si oui, pourquoi et pour combien de temps? Il semble que la Terre soit la planète où il y a tellement de différences entre les hommes qu'il devient difficile d'avoir un gouvernement planétaire. La différence entre les hommes, c'est la différence entre les faisceaux. C'est pourquoi il y a encore une problématique au niveau des gouvernements planétaires. Il y a de l'ego, etc., etc. Alors que de telles différences n'existent pas sur d'autres planètes. Ben, effectivement, comme sur Mars, il n'y a pas ce problème-là. Il n'y a personne qui vit là. Bon. Pourquoi de telles différences entre une planète ou entre les hommes? Pourquoi la différence entre les hommes? Pour la simple raison que si on serait tous pareils et tous caves, on n'évoluerait pas. La différence, elle est question d'évolution. La différence nous permet de nous mêler. La différence nous permet d'avoir des enfants plus solides. La différence nous permet d'explorer plus rapidement toutes les sphères de cet astral. Tout à l'heure, j'ai expliqué au niveau du jeu de guerre. Étant donné qu'on est différents, on a donc la faculté d'expérimenter énormément de possibilités illogiques. Si on serait tous pareils, on expérimenterait les mêmes possibilités illogiques. Ça prendrait simplement quelques millions de milliards d'années de plus. Est-ce vrai aussi que la Terre est en quarantaine? Oui, c'est vrai. Si oui, pourquoi? Et pour combien de temps? La Terre est en quarantaine exclusivement, non pas parce qu'on est contagieux. Non. Les théologies, comme l'ésotérisme, comme l'occultisme et comme certains personnages, même moi des fois, ça communique des choses vraies sans jamais tout communiquer. Un jour, on glisse, la Terre est en quarantaine. Et tout le monde pense, ah bon, c'est le sida ou la tuberculose. Nous sommes en quarantaine parce que nous sommes en santé. Le reste est malade. C'est la manière de voir les choses. Hein? Nous sommes interdits au reste de notre univers exclusivement parce qu'il viendrait nous piller. Alors nous sommes en quarantaine. Les quelques rares individus extraterrestres qui arrivent à pénétrer ici se font taper dedans et ils sont tellement affaiblis par la structure du monde de la mort. C'est pourquoi il y a énormément de souffrance sur le plan planétaire. Je l'ai déjà expliqué dans une conférence du vendredi, l'intelligence de la souffrance. Alors oui, on est en quarantaine. Pour combien de temps? Le temps est un facteur extrêmement dur à déterminer parce qu'il faut savoir si on parle de temps cosmique, galactique, solaire, planétaire. Et en même temps, au niveau de la conscience psychologique, c'est extrêmement intéressant. Mais si on parle d'années, nous sommes en quarantaine encore. Il va y avoir une ouverture de la quarantaine à un moment donné. Des personnes toutes revêtues de trucs sceptiques, pour ne pas nous contaminer, qui vont se pointer. Si on exclut cela, on est encore en quarantaine jusqu'en l'an 3002. Encore un petit bout de temps quand même. Mais moi, j'ai rien contre. Je n'irai pas me plaindre d'être en quarantaine encore pendant 1 millier d'années et plus. J'ai pas hâte de rencontrer tous ceux qui sont crottés. Mais qui contrôle la quarantaine? Qui contrôle la quarantaine? L'homme. Est-ce que ça ne sera pas une civilisation galactique qui contrôle la quarantaine de la planète? Non, une civilisation créationnelle, oui. Reliée à un ajusteur de pensée qui communique avec l'homme. C'est un phénomène intentionnel. Mais est-ce que la civilisation galactique... Mais civilisation, il faut s'entendre. C'est pas une civilisation en tant que peuple. OK. Parce que ça n'a pas de paperasserie, ça n'a pas de fonctionnaire. Non, mais c'est des agglomérats énergétiques organisés. Ce ne sont pas des agglomérats énergétiques et ce n'est pas organisé. À l'échelle de la galaxie, il y a quand même l'équivalent de peuples.
À l'échelle de la galaxie, oui, mais je t'ai dit que ce n'était pas une question de galaxie, c'est une question de création. À l'échelle de la galaxie, c'est organisé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parfait. Quand c'est parfait, ça n'a plus besoin d'être organisé au niveau de l'intentionnalité, c'est parfait. Ce n'est pas aggloméré, c'est fusionné. C'est unique. Et ce n'est pas structuré, c'est parfait. Au niveau de la galaxie, il y a des différences. Alors, nécessairement, il y a des agglomérats qui sont comparables les uns envers les autres et qui se comparent les uns aux autres. Et il y a aussi des organisations parce qu'il y a de l'hérésie, parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a de l'imperfection, de l'inharmonie. Alors, il y a une structuration de l'inharmonie qui, pour la conscience d'eux comme pour nous, donne l'illusion de la paix. La structuration de la guerre, c'est la paix. C'est ce qu'on a ici comme paix de toute façon sur la planète. On signe un acte comme quoi, ben on ne te casse pas la gueule, tu ne casse pas la gueule, mais on veut ceci, on te donne plus ça, il n'y aura plus là. C'est la structuration de la guerre, on continue à saillir, mais vu qu'on l'a structuré, on appelle ça la paix. C'est ce qui passe là-bas avec. Au-delà de cela, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'agglomérat, c'est parfait. Un être humain qui est parfait, qui courbe le temps à perfection, il n'y a pas besoin d'être organisé. Quand il a le goût de manger, ben, il tend sa main, puis il prend le gâteau, puis il mange. Il n'y a pas besoin d'avoir prévu d'acheter un gâteau, il n'y a pas besoin d'être organisé. Mais s'ils sont en processus d'involution, Ouais. puis qui ont tendance à vouloir tellement... Ah, ils s'organisent de plus en plus. Ok. Jusqu'à temps que l'organisation va ressembler au gouvernement. Personne ne va plus rien comprendre, ça ne marchera plus pas en tout. Là, ça va s'effriter. Est-ce qu'il y a des gardiens de la race humaine à des Oui. niveaux énergétiques supérieurs? Oui. Ce sont... Quel nom on peut donner à ces êtres-là? Des êtres contrôle Non. L'aide contrôle est typiquement une mécaniste archangélique qui travaille dans les sphères astrales pour permettre de régir les processus réincarnationnels de l'homme. Les gardiens de notre système planétaire au niveau de l'évolution portent un nom qui, le premier véhicule oral qui les a énergétiquement définis a été Voron d'Adec. C'est un nom plaisant. Ouais. Mais... Alors c'est ça, ce sont les gardiens de la structure évolutive, c'est eux autres qui gardent la quarantaine de l'humanité et qui empêchent l'extérieur de pénétrer. Sont-ils les créateurs aussi du phénomène humain? Comme processus... Ils ont été créés par l'humain lors de l'effusion de l'humain. Tout ce que tu avais en dessous de l'onde quand tu es descendu, là, c'est ça. Est-ce que ces gardiens-là, un jour, fusionneront avec l'humain? Oui, absolument. Est-ce qu'ils sont les premiers à vraiment collaborer avec l'humain? Non. En termes de gardiens, est-ce que ce sont des gardiens qui ont des pouvoirs, des capacités à empêcher l'expression d'un phénomène extérieur à se manifester? Donc, c'est toujours voulu et intentionnel quand il y a des manifestations de phénomènes extérieurs? C'est mécanique. Maudite mécanique. C'est pas intentionnel. C'est mécanique. Ils n'ont pas le choix, c'est leur fonction. Mais tout ce qu'ils font, eux autres, ils regardent passer les trains, si je comprends bien. Si c'est mécanique, ils n'ont pas une... Ils regardent passer le train, puis ils s'endorment. En s'endormant, ils accrochent la manette, puis le train passe où il doit passer. Il évite la terre. Simplement. C'est un ordre d'effusion qui a été créé il y a quelques années. Un peu avant la création de notre planète. Et cet ordre-là a été simplement, c'est une forme d'effusion qui est la projection énergétique d'une grande partie de l'intentionnalité de l'homme qui s'est transformée au cours de son effusion à travers les systèmes super-universels, universels, galaxiques, solaires et planétaires. Les Vorons d'Adec, c'est un phénomène qui est universel. Ils ont un centre énergétique dans une région particulière d'une des galaxies de cet univers. Pour la simple raison que lorsque l'homme s'est effusé, il est passé par des régions plus chaudes, plus proches du centre même de cet univers. Et lorsqu'il y a eu cette effusion-là, les parties les plus chaudes sont restées là, ne pouvaient pénétrer les ondes plus froides où de toute façon nous sommes rendus présentement. Donc nous pouvons d'une façon géospatiale considérer qu'il y a une localité, un endroit, une coordonnée temporelle et spatiale pour pouvoir repérer un endroit, une galaxie où vivrait une énergie particulière qui pourrait être appelée et qui a été appelée par un psychiatre sous le nom de Voron d'Adec. Plus proche du contexte planétaire, il y a une autre effusion de système Voron d'Adec qui devient une autre correspondance énergétique qui, elle, a la capacité d'influencer un peu plus rapidement l'évolution de tous les mondes évolutionnaires de la même galaxie, du même univers, pardon, donc de différentes galaxies, donc la nôtre aussi,
Quand je parle des mondes évolutionnaires, je veux dire les mondes qui sont en train de se réchauffer ou qui auront à un moment donné la capacité potentielle de se réchauffer. La majorité de ces mondes évolutionnaires sont encore en phase d'involution. Leur monde est en refroidissement. Ils ont quand même la capacité de gérer cela et ils vont porter un autre nom. Plus on se rapproche du contexte planétaire, plus il y a le phénomène de l'effusion. L'être humain rejette des morceaux de lui-même à travers son effusion et on aura un ordre quelque peu inférieur, encore une fois, qui pourra, elle, carrément s'immiscer directement dans les affaires de l'âme. Et cet ordre-là est la correspondance d'un ordre supérieur avant même l'ordre Vorondadek, et ce sont les Melchisédek. Il y a deux formes de Melchisédek extraplanétaires, il y en a une au niveau planétaire. Et puis, ce sont des hiérarchies. Même si on met des noms là-dessus, ça ne veut pas dire que ce sont des bonhommes avec des grosses armures, là, comme les Klingons, je sais pas qui, là. Il faut faire attention. Bon. Alors, ce sont des mécanicités énergétiques. Et qu'est-ce qu'elles font, ces mécanicités énergétiques? C'est que l'énergie qui descend au contexte, qui descend au niveau de notre planète, par exemple, au contact du système refroidi, devient une espèce de brume, une espèce de plâtre. Et nécessairement, ça rend plus ou moins invisible ce qui se passe à l'échelle de notre planète. Alors, ça place en quarantaine la structure même de notre planète, ce qui fait que tout ce qui est à la recherche des corps physiques en évolution pour les kidnapper, pour leur voler leur génétique, ne voit rien. Ceux qui traversent la brume de plâtre arrivent dans le monde de la mort. Dans le monde de la mort, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les viols, les meurtres, ils voient les massacres, ils voient les tueries, ils voient les angoisses, ils voient tout cela. Alors ils se disent, c'est quand même pas là que ça évolue. Alors ils sacrent leur camp. C'est à quoi sert la souffrance à l'échelle de notre planète. Alors ils vont fouiller ailleurs, ils vont fouiller sur d'autres contextes, d'autres systèmes stellaires, d'autres galaxies. Et de temps en temps, il y en a un qui est tellement manipulé par le système astral de notre planète et non pas astral, eh bien il reste pris dans notre monde de la mort et il finit par aboutir sur le plan planétaire. C'est un extraterrestre ou c'est un véhicule extraterrestre. Et là, il se rend compte qu'il y a des humains. Mais il a maintenant tellement été involué par notre contact planétaire qu'il devient égoïque. Étant égoïque et voyant sa puissance qui devient du pouvoir, il missionne l'humain. Et il se prétend un dieu, un créateur, un sauveur, dépendant des contacts extraterrestres. De temps en temps, certains vont essayer de kidnapper des êtres humains pour essayer de transfuser leur propre évolution à travers l'évolution humaine. Ça marche un peu. Ça marche pas souvent. Et puis, ceux qui peuvent repartir, repartent, la majorité reste pris. Quel est le rapport entre les vorons de la DEC puis les lieux interdits, les blocs tu qualifiais de glace qui fondent lentement puis qui ont pour fonction d'énergiser régulièrement l'humain sur de grandes... L'ordre voron de la DEC n'a rien à voir avec les lieux interdits qui ressemblent justement à ces blocs de glace. Les blocs de glace sont des structures qui sont placées un peu partout au niveau de la planète. Il y en a quelques-uns au Québec. Et c'est beaucoup plus proche du phénomène melchisédien, quoique ce n'est pas melchisédien tout à fait non plus. Ce sont des effusions qui ont été placées là par des ordres michaéliens. Ça n'a donc rien à voir avec le phénomène voron de la DEC, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes nespritiques. Exactement comme si dans notre structure ici, seraient cristallisées à un moment donné des parties complètes des différents faisceaux, autrement que dans l'humain. Ils se sont cristallisés dans des régions telluriques de notre planète ou dans des régions vitales de notre planète lors de la création de notre monde. Et au contact de l'humain qui se réchauffe, ces blocs se réchauffent, ces blocs fondent. Fondant, ils dégagent énormément d'énergie qui vient énergiser celui qui est à côté. Et ce sont des lieux interdits, comme on en a connu dans le passé, comme on en connaît encore aujourd'hui, comme il y en aura plusieurs au niveau du Québec, et qui deviendront de plus en plus permis. Les vorons de la DEC, pour la nuance, est-ce que ce sont des gardiens ou des gérants? La gérance donne quand même... Ce ne sont pas des gérants, ce sont des gardiens. Donc, la gérance donne quand même, mais ce ne sont pas des gérants. La notion de gardien appelle un ordre supérieur de gestion. Oui. Qui gère les vorons de la DEC? Vorons de la DEC. Personne n'a besoin de les gérer, c'est mécanique. OK. Ils sont exécutants. Exact. Le rapport par rapport au phénomène d'ajusteur de pensée? L'ajusteur de pensée est un continuum qui part à même la surface de notre création, qui est stimulé par sa pénétration dans le plan intentionnel. Il est refroidi, donc placé en canal dans le plan bouddhique, et il traverse le phénomène supramental, donc le phénomène universel et galactique, sous un faisceau multi-considéré, avec différentes valeurs vibratoires, et là, il pénètre la conscience mentale d'un humain qui est suffisamment évolué pour pouvoir le capter, et il vient maintenant l'instruire. L'ajusteur de pensée est la réplique la plus conforme des phénomènes intentionnels ou des phénomènes extra-créationnels. Donc, un ajusteur de pensée passe outre Voron de la DEC, outre les Melchisédek, outre n'importe quel ordre hiérarchique. Nous avons un ajusteur de pensée et eux n'en ont pas. Voilà. Un disciple d'Aurobindo lui avait demandé s'il sauverait quelqu'un qui se noierait. Il a dit non, à moins que la personne me le demande. Ben, c'est logique. Toi, est-ce que tu te garocherais à l'eau en disant que c'est écologique de sauver un corps, et si oui, Aurobindo n'était donc pas écologique? Ben, voilà. C'est logique. Comme ça, Aurobindo a dit ça, ben, il monte dans mon estime.
Je ne sais pas pourquoi tu vois quelqu'un qui te le demande. Je l'ai toujours dit. Quelqu'un a besoin d'aide. La preuve, il vous pose une question. Il vous demande quelque chose. Si vous ne le demandez pas, vous ne le dites pas. Alors il vous dit, est-ce que tu peux m'aider? Et vous répondez oui, et vous en allez. Il va apprendre à poser des questions comme il faut. Tu voulais savoir, c'est ça. Et là, il va dire, comment peux-tu m'aider? En t'aidant. Tu t'en vas. Tu ne donnes jamais plus que ce que la question te demande. Et là, tu es sûr de ne pas nuire en voulant aider. La personne qui se noie, si elle te demande de la sauver, tu sautes à l'eau, si tu peux sauter à l'eau. Remarque, ça dépend de la température de l'eau, quand même. Bon. Tu peux lancer un pneu, tu peux t'arranger pour la sauver, mais de là à triper émotivement parce qu'une personne t'approche dans l'eau, non. Je ne suis pas courageux. Alors, si elle me le demande, eh bien, j'irai. Non, puis si elle est noyée, je peux pas la sauver. Ah, c'est ça. Conséquentialité n'est pas un mot juste, puisque dans notre univers réactionnel, tout est conséquentiel. Autrement dit, toute action a une conséquence, alors que toi, tu entends par conséquentialité écologie. Comment quelque chose peut-il créationnellement n'être pas conséquentiel? Bon, c'est extrêmement simple. La personne, si elle aurait relu sa question, si elle aurait voulu se répondre, elle se serait répondu. Lorsque je parle de conséquentialité, je parle de l'homme conséquentiel. L'homme conséquentiel veut dire quoi? Ben, c'est simple. Ça veut dire que lorsqu'il arrive à faire quelque chose, il le fait en fonction de la connaissance des conséquences de son acte. C'est évident que lorsqu'une pomme tombe sur la tête de quelqu'un, c'est conséquentiel. Lorsqu'un être humain ne veut pas faire une chose et qu'il le fait pareil, après ça, il en souffre. Il a fait une chose inconséquentielle. Lorsque l'être humain développe la conséquentialité, l'être humain développe sa faculté de préscience. Il a donc la faculté de connaître les futurs possibles. Connaissant les futurs possibles par la conscience supramentale, il aura la faculté dans sa conscience de choisir les futurs possibles. Pour les choisir, il devra avoir un ego suffisamment esclave pour que l'ego l'autorise à choisir. Parce que l'ego sera manipulé par la conscience ou par l'astral. L'ego étant le maître contrôleur à bord dans la majorité des cas, ça peut être pénible. L'être humain devient conséquentiel lorsqu'il fait des choses en fonction de la connaissance et du désir mental d'aboutissement de l'événement. La personne qui pollue et qui sait qu'elle pollue, qu'elle détruit tout, est inconséquentielle. En ce sens que dans sa logique, elle ne veut pas que tout soit détruit, mais elle détruit. La pollution est conséquentielle. L'homme qui pollue est inconséquentiel, sauf celui qui est ignorant. Lui, il ne fait pas d'acte conséquentiel ni inconséquentiel. Il devient un événement. Ce n'est pas un être humain, c'est un événement. C'est une partie d'événement. Quand je parle de conscience ou d'être humain conséquentiel, je veux simplement dire que l'être humain qui a maintenant la conscience de pouvoir peser ce qui est écologique et ce qui ne l'est pas, doit s'arranger pour pouvoir structurer son ego, instruction de l'ego, de façon à ce que celui-ci agisse en fonction de la logique mentale. De ce point de vue, il devient conséquentiel pour lui. Mais c'est évident que du point de vue cosmique, tout est conséquentiel. Je ne parle pas du point de vue cosmique, je parle du point de vue de l'homme. C'est comme de dire, du point de vue cosmique, tout est fini. Ouais, mais du point de vue de l'homme, on n'a pas fini. Du point de vue cosmique, il n'y a pas de souffrance. Du point de vue de l'homme, il y en a une. Alors, du point de vue cosmique, c'est conséquentiel que les humains fassent n'importe quoi. Du point de vue humain, je préfère voyager en Rolls-Royce Canada. Alors, nécessairement, si je vois cela, je vais m'arranger pour que mon ego soit suffisamment éduqué et instruit de façon à ce qu'il soit manipulé, à ce qu'il réagisse à des conséquentialités qui me vont. J'aurai donc un ego qui sera capable de réagir à ma conscience conséquentielle. Je saurai d'avance le résultat de mes actes. Moi, serai conséquentiel. Si l'intentionnalité est intracréationnelle, quelle est l'intention de l'intentionnalité de la création? Autrement dit, pourquoi y a-t-il une création du point de vue de l'intention? Bon. Il y aura un ex faut que j'invente un mot qui me plaît. Le mot est injuste. À un moment donné, on va se réchauffer assez, on aura le mot. Il y avait un ex-liberté-nationalité. C'est un peu faux. Et dans ce contexte où il y a cet ex,
libéralité. C'est plus juste. Et il y a eu la création de l'intentionnalité. L'intentionnalité, sans jeu de mots, est un phénomène mémoriel qui est l'intentionnalité intra-créationnelle, et effectivement, elle l'est. L'intentionnalité devient la plus subtile des mécaniques réagissant à une tension interne. Et c'est qu'on parle d'intérieur, tension, tensionnalité. Quelle est l'intention de l'intentionnalité de la création? Autrement dit, pourquoi y a-t-il une création du point de vue de l'intention? Du point de vue de l'intention, il n'y a pas de création. La création n'existe plus du point de vue de l'intention. La question est grosse. Je ne garantis pas comment comprendre la réponse. Je ne sais même pas si moi je vais la comprendre. Peut-être que d'autres la comprendre, tant mieux. Alors, l'intentionnalité de la création est un phénomène qui est relié à... J'essaie en même temps de l'expliquer. Il faudrait que je l'explique sans m'arranger pour qu'on comprenne. Après ça, je pourrais expliquer ce que j'ai dit. Bon. Mais c'est assez compliqué. J'ai une ajusteur de pensée qui n'est pas lâché. Ce serait bon que tu reviennes à quelques questions dans le genre. Ça serait plus facile. Mais je peux quand même continuer à tripoter un petit peu aussi. Donc, il y a cette création qui est intentionnelle par l'intérieur, qui est accidentelle par l'extérieur. Un accident veut dire quoi du point de vue des choses extra-créationnelles? Un accident veut dire non intentionnel. Ah, c'est bien. C'est bien. Alors donc, la création n'est pas intentionnelle, mais elle n'est pas accidentelle. Du point de vue qu'on le conçoit nous autres, elle est accidentelle du point de vue créationnel. Mais si on considère que l'accident est un phénomène non intentionnel, il n'est pas nécessairement négatif. Donc, on peut dire, pour être plus clair, que la création est ni intentionnelle, ni accidentelle. Je ne pense pas que ça éclaircisse encore plus les idées des gens. Bon, déjà qu'accidentel, on commence à s'y habituer. Là, c'est plus intentionnel, puis c'est pas accidentel. C'est intéressant. Oui, à un moment donné, il faudrait que tu parles un peu, puis qu'on regarde ça. L'intentionnalité, il faut qu'on y revienne de toute façon. Ça pourrait être incidentiel. C'est encore inventé des mots. Ce n'est pas incidentiel non plus. Et la trame d'intentionnalité est fonction de l'existence d'une création. Quand il y a une trame d'espace-temps, le substrat le plus subtil, c'est l'intentionnalité. Mais ça n'existe pas au-dehors de l'espace-temps. D'ailleurs, il y a 13 dimensions qui constituent notre création, et au-delà de ces 13 dimensions, il n'y a pas de dimension. La problématique, c'est que pour arriver à l'expliquer, je finis par l'expliquer avec des mots qui n'auront aucun sens. C'est intéressant. Pour arriver à expliquer un phénomène qui n'a aucune correspondance avec ce que nous connaissons là, nécessairement, les mots n'auront pas de valeur. Il y aura un paquet de mots qui feront partie de notre langue, je l'ai déjà dit, mais on va finir par en parler quand même. Mais la création n'est pas intentionnelle. Ce n'est pas une intention. Du point de vue créationnel, c'est un accident. Du point de vue extra-créationnel, ce n'est ni une intention, ni un accident. D'ailleurs, pour être précis, si je me réfère à ce que l'ajusteur peut fouiller plus loin, la création du point de vue de l'extra-créationnalité n'existe pas. On remarque que c'est logique. Vu que quand on aura fini, il n'aura jamais existé, je ne sais pas pourquoi les autres qui ont fini l'existeraient. En fait... Autrement dit, présentement, nous sommes dans une sphère créationnalisée. Mais là, il ne faut pas se lancer dans le métro tout à l'heure. De toute façon, si on se lance la gagne dans le métro ne pourra pas en frapper jusqu'à un ou deux avant d'arrêter. On ne se suicide pas. Qu'est-ce que c'est que la création? La création, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, qui est totalement oublié par les forces extra-créationnelles, donc par ce qui n'est pas créé. Et pourquoi je dis oublié? Parce que tu ne peux pas retenir en mémoire une chose qui n'existe pas. Donc, c'est totalement oublié. Nous sommes nulle part. Et quand je dis nulle part, je dis bien nulle part. Nous ne sommes pas coordonnables. Il n'y a pas de coordonnées extra-créationnelles de la localisation de la création. Il n'y en a pas. Il y a à l'intérieur de la création des coordonnées. Il y a, par exemple, 210 Crémazie ouest transversale de l'esplanade. Coordonnée B. Il y a premier étage, troisième coordonnée, hauteur, largeur et longueur. Et il y a à 1h30, coordonnées temporelles. Donc, on a 4 coordonnées spatio-temporelles pour déterminer un lieu aujourd'hui. Intéressant.
À l'intérieur de la création, selon la quantité de dimensions qui est perceptible à notre conscience, il y a différents facteurs de coordonnées. À l'extérieur de la création, il n'y a pas de création. Donc, ça ne vaut même pas la peine de se demander de quelle façon, pourquoi il y a la création alors que la création n'est pas là. La question ne se pose pas. La question se pose par l'intérieur, pas vue de l'extérieur. Donc, par l'intérieur, c'est un accident. Le rôle de l'homme de l'extérieur ne se pose pas. C'est accompli, c'est fini. De l'intérieur, il se pose, il y a la mémoire. Il y a les traces mémorielles, il y a les traces que l'homme récupère régulièrement dans le but de parvenir à avoir une densité instantanée telle que sa densité sera capable de courber l'espace-temps à un point tel que toute la création sera courbée dans le nombril de l'homme, à un point tel que l'homme se courbera dans son nombril, à un point tel que le nombril se courbera sur lui-même, à un point tel que tout s'effondrera dans un agglomérat d'atomes qui sera extrêmement solide, à un point tel que tout continuera à s'effondrer de façon à ce que les atomes s'effondrent par la gravité tellement puissante qu'à un moment donné, ils s'écrasent à un point tel qu'ils disparaissent totalement. Et on aura réussi. Félicitations. Il n'y aura plus d'univers, il n'y aura plus de super-univers, il n'y aura plus de création, il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus d'âme, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de bonheur. Il va rester quoi? Rien. Mais ce rien ne sera même pas prononçable. Ce qu'il faut qu'on comprenne dans la fièvre de savoir de l'humanité, c'est que l'humanité essaie toujours de projeter ses petits problèmes, ses petites qualités, ses petits conforts à travers une chose qui sera plutôt cieleste ou même extra-réactionnelle. Il fut un temps où l'humanité se contentait d'aller au ciel. Il fut un temps où l'humanité se contente d'aller dans les cieux. Puis il y en a qui veulent se contenter, ils veulent voir comment ça va être, comment va être la couleur de la chaise une fois qu'il n'y aura plus de création. Et ça complique les choses. Parce qu'on ne peut pas considérer l'extra-créationnalité qui n'existe pas à partir des conditions existentielles de notre monde. On ne peut pas. La conscience de l'homme ne peut pas contenir dans sa petitesse l'infini. Et l'infini, ça n'existe pas. Une chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de barre, qui n'a pas de hauteur, qui n'est pas là. Ce n'est pas là, pourquoi? Pourquoi ce n'est pas là? Parce que ça n'a pas de coordonnées, on ne peut pas la situer. Ne pouvant la situer, on ne peut pas dire que c'est là. Et c'est pourquoi il y a des dangers fantastiques à poser des questions qui se réfèrent à l'extra-réactionnalité. À un moment donné, on va pouvoir en parler. Ici, bon, on peut arriver à en parler, c'est pas pire. Mais à un moment donné, en tout cas, ce mercredi et vendredi, touche pas à ça. Parce que je sens qu'un jour que je vais en parler. Je sens que ça va commencer à sortir. Puis quand ça va sortir, il ne faudra pas que ça sorte tout. Mais je parle les gens. Oui. C'est que dans la vitesse, la constante de vitesse, c'est 300 000 km/s qu'on connaît ici dans l'univers. Ça, c'est la limitation de l'espace-temps que nous connaissons sur le déplacement. La lumière va plus vite que 300 000 km/s, mais dans le continuum de notre temps, il est limité à 299 792,5. Bon. Mais à l'extérieur, c'est plus rapide. Donc, le jour où le cerveau humain fonctionnera à ces vélocités-là... À 300 000 km/s? Équivalent. Il y aura un vocabulaire et une vibration pour expliquer... Non. C'est que tu as mentionné que le phénomène humain ne peut pas inclure tout le phénomène de la création dans son expérience, mais il peut quand même, par exemple, l'intelligencer. Oui. À cause de sa vélocité d'accélération dans un espace très réduit. Qui est le phénomène évolutif que l'on connaît au niveau des cerveaux aujourd'hui. Les gens réfléchissent de plus en plus vite, donc ils sont capables d'analyser de plus en plus de stimuli et les analyser en profondeur, donc expansion de la conscience humaine. Et l'être humain ne pourra jamais dépasser la vitesse de 300 000 km/s du point de vue d'une logifération neuronique. Par contre, au-delà de cela, dans des consciences, au-delà de cette limitation de 300 000 km/s, donc au niveau supramental, où la limitation est de beaucoup supérieure à celle de la vitesse de la lumière que l'on connaît ici, il aura accès à autre chose. Mais où je dis non, c'est que toi, tu dis que lorsqu'il aura une vélocité cérébrale de près de 300 000 km/s, il aura un autre vocabulaire. Non, il ne parlera plus. Disons, les mots, il va y avoir une forme de transfert d'informations qui va être... même plus. Ça va être une connaissance instantanée, immédiate, peut-être. Quand on regarde tous les deux en même temps la même chose, on n'a pas besoin de se communiquer. On le voit. Tu veux prendre une petite pause? Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'extra-créationnalité, c'est de l'instantanéité éternelle ou sans temps? Sans durée? Ben, on peut dire ça. Ça nous rapproche-tu de quelque chose? Non, ça ne définit rien. Parce qu'on dit éternel en fonction du temps. Le terme réel, c'est 100 ans. Ce n'est pas éternel. Il y a une nuance subtile entre 100 ans et éternel.
Éternel veut dire toujours dans le temps. 100 ans veut dire jamais dans le temps. Alors, est-ce qu'on peut dire une instantanéité 100 ans? Ça ne vaut même pas la peine de parler d'instantanéité 100 ans. Ou c'est 100 ans, ou c'est instantané. Je raffine là, avec toi. Tu amènes des choses intéressantes, alors il faut raffiner un petit peu. Ça ne vaut même pas la peine de mettre ces mots-là. Les mots les plus purs dans la conscience de l'homme de l'extra-créationnalité, c'est effectivement l'instantané. Plus précis, c'est l'instantanéité. Et on a le « je suis », l'état d'être. Et plus précis, on a l'état de non-être, de la hauteur. Une chose certaine, c'est qu'il y en a plusieurs parmi vous qui finissent le séminaire sur le contrôle de l'ajusteur de pensée. Vous avez une gueule. Et ce sont des discussions comme ça qui sont bonnes à un moment donné à dialoguer sur un mot. Ça connecte l'ajusteur de pensée, ça réchauffe les choses, puis lentement, ça permet à l'individu de ne pas avoir les mots pour le dire, mais de comprendre. La conscience est un phénomène créationnel. C'est un phénomène d'espace-temps. L'espace-temps est une trace mémorielle d'instantanéité. Ouais. Automatiquement, puisque la conscience a besoin d'une trace d'espace-temps pour se supporter, Pour s'exprimer. pour s'exprimer, Pas pour se supporter, pour s'exprimer. la notion d'identification, Dans l'expression, du point de vue des endroits extrêmement froids, c'est important. Elle se réfléchit là. mais quelle différence qu'il y a entre une mécanicité pure d'une conscience qui n'a plus aucune identification Il n'y en qui a pas. fonctionne? Donc, ça devient une mécanicité. Exact. Mais pour un ego, Ben, on s'en fout. c'est totalement intolérable d'envisager une perspective comme celle-là. De toute façon, qu'est-ce que veux-tu que l'ego envisage? Quand le Walkman ne marche plus, il y a de la misère à le supporter. Là, il faudra qu'on lui explique à supporter le fait que, de toute façon, tout ce qui existe n'existe pas. Quand tu me dis « je souffre », je pourrais te répondre cosmiquement « ben non, tu ne souffres pas ». C'est pas là. Mais y a-t-il une Là, tu vas dire « ben oui, mais regarde, je me pince, là, je la sens, la douleur. Ce que tu sens, là, c'est passé. À la vitesse que ça passe, là, finalement, tu sens rien. Si tu cesserais d'accumuler dans ta mémoire, penser que tu as souffert, tu cesserais de dire « je souffre ». Mais c'est une question d'ego. Et ça prend le temps que ça prend. La création existe. La preuve. Hein, il y a des choses. La création existe. Au-delà de la création, quelle création? Il est aussi grandiose de travailler pour le côté obscur, si tu veux, ou négatif des choses, parce que ça permet au Il phénomène. n'y a pas de côté obscur. Voilà. Mais ce qu'on peut appeler le côté plus refroidissant de l'humain. Le côté du passé. Le côté obscur, si tu veux en appeler un, c'est un côté arrière. C'est ce qu'on a déjà fait. Quand tu travailles pour le côté obscur, tu travailles pour le passé. Quand tu travailles pour le côté clair, tu travailles pour l'avenir. Simple. Très simple. Chaque être humain qui travaille pour le côté obscur travaille pour le passé, pour en arrière. Veux-tu travailler pour le côté obscur? Je vois pas la différence que ça pourrait engendrer au niveau de la mécanicité dans laquelle un ego est appelé à fonctionner. Je travaille pour le sombre ou pour Ouais. La problématique du côté obscur, c'est que la majorité des traces du côté obscur ont été digérées. Il va falloir que tu inventes des traces pour les redigérer. Et le côté qui n'est pas obscur, le côté clair, eh bien, il n'a pas été digéré, donc on n'a pas besoin d'inventer de traces pour les digérer. Autrement dit, on n'a même pas besoin de créer de Dieu pour les adorer, ils sont déjà là. On n'a même pas besoin de créer de futur, on se dirige vers. Tandis que le côté obscur est obligé de contrôler l'humanité pour la rediriger, pour l'obliger à recommencer les choses. Il doit recréer. On parle de travailler pour le passé, c'est un fait. Il doit s'arranger. Un côté obscur qui gagne totalement. L'humanité arrête d'évoluer. Et lentement, on revient. On refait nos 2 guerres mondiales. On refait la guerre de sécession. On oublie, on s'en va. Puis on refait le passé au complet jusqu'à temps qu'on s'en ressorte. Mais pour un ego qui écoute, Mais pour aller aux toilettes, c'est mieux dans l'avenir puis aujourd'hui que dans le passé. On n'a jamais autant de travailler sur le côté clair. mais pour un ego qui écoute toute la structure du discours que tu tiens, c'est une psychologie de l'absurde totale. Pour un ego, c'est. Ben, c'est une psychologie égoïque. Mais anti. L'absurdité totale. Oui. Mais c'est du point de vue de l'ego, c'est une psychologie pour lui de l'absurde total. Oui, mais quelle psychologie vous donnez à l'ego? Il est question d'augmenter notre potentiel de vibration. Il est question d'augmenter notre potentiel de compréhension. Il est question d'arriver à aller chercher des informations qui n'existent pas dans notre continuum archétypé, dans notre continuum planétaire. D'aller chercher des réponses qui n'existent pas dans nos livres sacrés. Alors, pour l'ego, ça va être quoi? Même si je te dis que la création existe,
Et de l'extra-réactionnalité, ça existe. C'est une boule de cristal. Il y a des bonnes femmes, des bonhommes avec des bijoux qui regardent ça. Là, la question de l'ego va être, bon, mais l'autre bord, il y a quoi? Ah, ben l'autre bord, il y a... C'est génial. Mais il y a quoi? Ah, ben il y a des Rolls-Royce, des limousines, il y a des avions qui t'embarquent dedans, puis pouf, t'es rendu. Tu sais, c'est génial. Les ascenseurs qui montent puis qui descendent pas, qui se promènent sur le côté. C'est toujours ce que tu as besoin. Tu veux faire l'amour, puis un piton, la fille est pareil, ou le gars. Bon, et là, tu vas me dire, oui, mais qui a créé ça? Ah, ben c'était un grand Vichou. Là, tu me dis, oui, mais le Vichou, qui l'a créé? Ah, ben, si je te dis qu'il est éternel, on recommence. Fait que là, je vais te dire, ben, sa mère, voyons, sa mère. Ben, sa mère, qui l'a créé? Ah, ben, sa mère, c'est vieille, c'est une grand-mère. Tu me dis, oui, mais elle vient de où, sa mère? Qui l'a pondue? Ah, là, c'est un ordre céleste particulier qui s'appelle les plantes à queue, qui vit loin. Et là, tu vas me dire, oui, mais les plantes à queue, Bon, finalement, on va arrêter de niaiser, puis on va dire, bon, arrêtons cela. Toujours vouloir expliquer plus loin, avec, plus proche. Pas de n'importe quoi. Fait que l'ego trouve que ce soit absurde ou pas absurde, quelle que soit l'explication qu'on va donner à un ego, s'il n'y a pas assez de mental dans l'humain, il va s'en contenter. S'il y a assez de mental dans l'humain, il ne pourra pas fautrement que de trouver ça absurde. C'est pas vrai que l'ego trouve ça absurde, le mental, en fait. Présentement, c'est le mental qui trouve une logique dans la mécanicité des choses, puis l'ego, lui, qui a besoin d'un support béquille ou chaise roulante aujourd'hui, ben, il a besoin de quelque chose de confortable. Mais le confort, il y en a un confort, c'est que vous êtes là. Bon, maintenant qu'on sait qu'on est manipulé, on peut arriver à s'en sortir, ça prend le temps que ça prend, mais mieux vaut savoir qu'on est manipulé, puis travailler pour s'en sortir, que de ne pas le savoir partout. Un jour, on l'aurait su. Ah, mieux vaut le savoir tout de suite. Bon. Tout est convenable. L'ego, merde, on peut encore aller au cinéma, on peut encore aller... On peut même, ceux qui veulent aller faire pilotage de navette spatiale, ils peuvent y aller. C'est ainsi à Montréal. Hein? Il y a une navette, une simulation, etc. On a tout ce qu'il faut pour que notre ego se complaise, mais qu'il se complaise. Puis qu'ils ne viennent pas s'immiscer dans nos questions d'extra-réactionnalité, ça ne regarde pas moi. Ça regarde le mental. Dans un jeu de guerre, ce que l'ordinateur dit à la fin, c'est « drôle de jeu » ou « pour gagner, il ne faut pas jouer ». Voilà. Il n'arrête donc pas de jouer parce que c'est plate, mais parce que pour gagner, il ne faut pas jouer. Ne serait-ce pas pareil au niveau de la vie où pour gagner, il ne faut pas vivre et que ceux qui ont tiré la vie au sort sont bien plus des perdants que des gagnants? Non. Quand est-ce que l'ordinateur sait que ce jeu est con? Après avoir joué. Après avoir joué, il est expérientiel. Voilà. Puis s'il n'a pas assez joué, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche ses missiles, puis il détruit tout. Mieux vaut jouer. On va contrôler le jeu après. L'antenne supramentale est à demi immergée et à demi submergée dans l'eau et donc elle sert de capteur d'énergie de la torche pour réchauffer l'eau où sont les autres humains. Par le fait même, se refroidit-elle au contact des autres humains et serait-elle plus chaude si elle n'avait pas les pieds dans l'eau? Peut-elle attraper froid? Alors, on va faire un autre parallèle. Il y a une main chaude, et plus la main, on la monte, plus c'est chaud. Et la main, elle est proche de l'eau, et puis elle sert de phare à ceux qui sont sous l'eau. Plus les gens essaient d'attraper la main, plus ils lèvent la main pour ne pas se faire attraper. Et plus les gens essaient de la pogner, plus ils la lèvent encore. Fait qu'elle se réchauffe, plus ils la montent, plus qu'elle se réchauffe. Fait que les gens ne le refroidissent pas. Et si les gens l'attrapent et le descendent, là, ils vont le refroidir en Christie. Et là, le gars devient un maître, ou la fille devient un maître, un gourou, un bichou, bon. Tandis que s'il veut absolument rester libre et qu'il passe son temps à échapper, puis que les gens posent des questions pour le rattraper, ou etc., bien nécessairement, tout le monde monte. Plus les gens poussent, veulent attraper la main, plus la main monte. Plus la main monte, plus les gens sont tout pour l'attraper, et finalement, tout le monde, c'est parfait. Nous sommes à la veille d'une apocalypse écologique. Baisse d'ozone, augmentation de pluie acide. Bon, à la veille, on est quand même un mois ou deux avant. Déchets toxiques, guerre nucléaire, peut-être. Quelles seront les conditions de vie d'ici 20 ans? Où est l'intelligence de laisser détruire les ressources d'une planète? Explique. Pourquoi faut-il en arriver à ces extrémités pour que l'homme se réveille? Quel travail un individu peut faire? Parce que... qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il se passe que, comme tout à l'heure j'ai expliqué, c'est que la mémoire vive de l'ordinateur humain joue. Lorsque la mémoire vive de l'ordinateur humain aura joué le jeu de la destruction apocalyptique du point de vue écologique ou militaire, il arrivera à 2 + 2 égale. Et connerie de jouer à ce jeu. Pour gagner, il ne faut pas jouer.
L'ordinateur ne peut pas l'apprendre tant qu'il n'y est pas parvenu. Tu ne peux pas le lui donner, il devra vérifier les données. L'humain, on lui a donné, et maintenant, il doit vérifier les données. Donc, il n'y a rien à faire. L'humain, pour se réveiller, c'est une question d'astral. Si l'humain serait intelligent, il n'y aurait pas de problème. Présentement, il y a le travail que plusieurs individus font. Plusieurs, ça veut dire tous ceux qui sont dans une phase de conscientisation. Ils participent à ce travail où il y a un peu plus de pilonnage du monde de la mort, un peu plus de diffusion d'informations, ce qui va permettre à l'humain de se réveiller plus vite. Bon, la journée que tu pollues tout au complet, puis que tu te ramasses à quatre pattes à terre, tu ne peux plus respirer, puis tu tombes le nez sur un papier, ne polluez pas votre air. Ben, tu dis, torieux, c'est ça. Mais une chance qu'il y a des gens qui ont imprimé le papier avant. La personne qui se dit, ouais, mais si je l'écris, mon papier, ça n'empêcherait pas de polluer. Tu as raison. Ils vont se réveiller mauditement plus vite, par exemple. Donc, il y a intelligence de continuer à faire une démarche de logique, de conséquence, d'intelligence. Et l'humain va se réveiller plus rapidement, mais il y a une autre forme d'intelligence avec, c'est qu'on doit de plus en plus, c'est commencer, puis ça semble marcher, travailler de façon à pouvoir générer suffisamment d'énergie pour qu'au minimum, il y ait des centrales d'humains solides. Si le temps est disponible, et le temps sera disponible pour plusieurs, il y aura aussi une centrale financière qui les entourera. Et ça va permettre à ces structures-là de pouvoir plus facilement, premièrement, échapper au massacre de la planète, au martyr de notre planète, et par la suite de pouvoir aussi réveiller à coups de pied les quelques-uns qui ne sont pas encore réveillés. On ne peut pas, par la force, rendre quelqu'un intelligent. On ne peut pas. Et l'intelligence ne descend que lorsque l'ego s'ouvre. Et l'ego ne s'ouvre que lorsqu'il n'a plus d'alternative. Lorsque l'ordinateur n'a plus d'alternative, il a accepté de communiquer avec les humains. Pourquoi on ne joue pas un autre jeu? L'ego, c'est la même chose. Alors, quand ton ego est écœuré, d'être écœuré, d'être écœuré, pouf, l'ajusteur de pensée peut passer. C'est simple. Et l'humanité n'a aucune valeur de ce que c'est que l'écœurement, et on ne peut pas lui transmettre de l'intelligence. L'intelligent, on peut le réveiller, mais celui qui n'en a pas encore, on ne peut pas. On pourra par l'initiation, mais l'initiation, c'est quoi? C'est le faire souffrir. Mais il va le faire lui-même. J'aime autant qu'il le fasse lui-même. Ça va être mieux fait. Puis je n'aurai pas de karma. Je m'en mêle pas. Où est l'intelligence de laisser détruire les ressources d'une planète? Il n'y en a pas. Pourquoi faut-il en arriver à ces extrémités pour que l'homme se réveille? Je l'ai expliqué, il doit expérimenter les processus de l'absurde pour arriver, pour ce que l'ego dise, bon, ben ok, on va faire confiance à la logique. Mais la logique, l'ego ne peut pas la comprendre, c'est épeurant pour un ego. Quel travail un individu peut faire? Oh, c'est à lui de déterminer, il y en a tellement de travail à faire, c'est vraiment préoccupant. La naissance de notre univers est-elle la conséquence de la mort d'un univers précédent? Non. L'expansion de l'univers sera-t-elle suivie d'une contraction, répétition du cycle à l'infini? Non. Est-ce que les 14 faisceaux effusés forment un diamant? Est-ce la pierre philosophale? Non plus. La pierre philosophale est un autre phénomène engendré par l'énergie vitale d'un alchimiste, mélangé avec certaines effluves vitales, solaires et telluriques. Ça existe, la pierre philosophale. Veux-tu que je t'en donne une? Oui. À un moment donné. C'est bien. Je vais me rappeler de la première. Comment l'homme peut-il arriver à se libérer de la matière pour évoluer? En devenant riche. Le bonheur n'est ni une absence de souffrance, ni une différence de potentiel. Moi, un beigne au chocolat ne me rend pas plus heureuse qu'un beigne sans chocolat. Existe-t-il un bonheur absolu? Un bonheur supramental correspond à quoi? Le bonheur absolu n'existe pas parce que le bonheur est la contrepartie du malheur. Par contre, il existe un état différent du bonheur, hautement plus vibrant que le bonheur, qui est la vibration au niveau du sentiment, la résonance vibratoire. Alors, au niveau supramental, oui, c'est la résonance vibratoire. Ça correspond à quoi? Ça correspond à rien. Ce que je veux dire, c'est que quand on demande à quoi ça correspond, la résonance vibratoire supramentale correspond à quoi dans notre monde de malheur? Ben, à rien. C'est au-delà du bonheur. C'est au-delà de tout ce que l'être humain connaît. Alors, ça correspond à rien. C'est mieux. Qu'est-ce qu'une pierre philosophale? Ah, mais là, si je te le dis, tu vas la reconnaître. Tu vas reconnaître que c'est pas ça qu'on m'a donné. Ça allait bien, ça, pas c'était quoi?
Une pierre philosophale, c'est un agglomérat d'énergie vitale, comme je l'ai dit, qui finalement arrive à créer, à engendrer une structure matérielle qui ressemble plus ou moins à une pierre et qui permet différentes choses, qui permet entre autres de restructurer, c'est-à-dire que toute énergie vitale de la pierre rayonne. Et ce rayonnement très, très, très minime et très lent est suffisant pour entretenir l'énergie vitale d'un corps physique pendant quelques milliers d'années. Alors, on peut prétendre alchimiquement que ça donne l'éternelle jeunesse. Cette énergie vitale aussi a la faculté vitale dans son rayonnement de transformer la majorité des structures minérales extérieures en quelque chose qui vibre avec la conscience de celui qui la porte. Antiquement, l'or étant le métal le plus précieux, la pierre philosophale avait la capacité de toucher, au contact, en touchant des minéraux, de les transformer en or. La pierre philosophale permet aussi certaines autres choses, et les quelques rares alchimistes qui ont réussi à en faire une l'ont toujours perdue, sauf un qui ne l'a pas perdue. Pourquoi ils la perdaient? Pour la simple raison qu'ils avaient trop d'ego, et l'expérience aidant, tu finis toujours par t'adapter à une chose géniale. T'adaptant à la chose géniale, elle perd de la valeur. Perdant de la valeur, tu peux aussi finir par la perdre. Exemple, la première fois que tu t'achètes une montre de 400 ou 500 $, tu as peur de l'égratigner, tu la couvres comme il faut, tu la serres dans son petit boîtier, puis bon. Mais après 2 ou 3 ans que tu l'as, tu viens sur ton bras tout le temps, tu la mets sur ton bureau, puis tu fouilles dans ton moteur avec, puis finalement, bon, c'est bon. Alors, il faut calculer qu'après 2 ou 3 ou 400 ans que tu as la même montre, elle n'a plus de valeur pantoute pour toi. La pierre philosophale permettant à ces alchimistes de vivre longtemps, à un moment donné, ils la perdent. Sauf un kilo. Ça, c'est des choses comme ça. Puis il est possible de reconstituer une pierre philosophale, Non, mais il est possible d'en fabriquer une. d'en fabriquer une. Est-ce que c'est le jeu de toute une démarche d'alchimie? Ah ben, c'est pas le jeu, mais c'est effectivement le travail, un travail qui dure quelques années. Avec 9 mois total tu es totalement enfermé dans une pièce avec tes trucs. Mais ça vaut pas la peine. Ça valait la peine dans le passé. Aujourd'hui, on a juste à s'égoïser et puis on va voir l'immortalité. C'est pas la peine d'aller commencer à faire une pierre philosophale. L'alchimie doit se faire par l'interne, maintenant, plus par l'externe. Puis si on meurt, on se réincarne. Il suffit simplement de prévoir un peu notre prochaine réincarnation, comme j'explique au niveau de conférence. Et puis on prévoit un peu de quelle façon on va revenir et on enligne des structures dans l'actualité, dans l'actuel, pour que dans l'avenir, on puisse se retrouver. Tout. Daniel, Oui. quels seraient les moyens employés pour conserver des écrits longtemps dans le temps? Des écrits longtemps dans le temps. C'est simple. Très simple. Conserver des écrits longtemps dans le temps. Ils vont se conserver tant qu'il y aura des animaux humains sur la planète, ça va de soi. Après ça, ça ne se conservera plus. C'est très, 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 très simple. Vous allez les signer avec un nom qui n'existe pas. Et puis, vous allez commencer le truc par le terme prophétie. Puis, normalement, les humains, ils gardent ça longtemps. Ouais. Tout est relatif, sauf ta mère et la mienne. Mais de la tienne, j'en doute. C'est pas une question, c'est un commentaire. Bon, voilà. Les émotions ont vraiment un goût autre que juste plaisant ou déplaisant. Lorsque j'ai goûté à l'âcreté d'une certaine émotion, que j'ai parlé à la partie intelligente de moi-même de cette observation, cette émotion âcre a disparu instantanément. J'ai eu l'impression qu'elle est allée se cacher du fait qu'elle se sentait démasquée. Peut-on se fier à ce goût comme outil efficace dans un processus d'anégoïsme? Oui, quand je dis de connaître la saveur de l'intelligence ou des différentes facéties de l'astral, on parle d'âcre, on parle d'amer. Ce ne sont pas des goûts, mais le cerveau essaie de comprendre ce qui arrive et puis il va faire des parallèles avec notre dégustation biologique. Mais c'est quand même ça, quand je parle de la saveur, c'est ça. Pourquoi le 13e faisceau ne contient-il que quelques centaines de personnes et non... La majorité ayant déjà été fusionnée par le comte de Saint-Jean. En général, qui fait partie de ce 13e faisceau et pourquoi sous peu celui-ci est-il appelé à être résorbé et par qui? Le comte de Saint-Germain, c'est son faisceau à lui. En sera-t-il de même pour tous les autres faisceaux et le but de résorption est-il identique? Si oui, pourquoi autant de faisceaux? Oui, et pour comprendre, on peut se référer, et ça serait une des très bonnes conférences à écouter, les processus de l'effusion. Quelle est la spécificité de chaque faisceau? Peut-on leur donner un nom? On peut leur donner un nom, et on n'aura pas le temps d'en reparler là, mais on pourrait revenir sur la spécificité des vaisseaux à un moment donné, c'est intéressant, oui. Okay.
Il y a des chances qu'au PMC+, on en parle, mais il y a des chances que non. Mais c'est une question qui se rapporte un peu à ce phénomène-là. Sinon, il reviendra en conférence du mois, il faudra que tu gardes la question. OK. Quelle est la mécanique qui fait qu'un être appartient à tel faisceau plutôt qu'à un autre? À un certain niveau, est-ce que les êtres choisissent leur faisceau d'appartenance? Non. Le faisceau se descend et c'est l'être. La mécanique, c'est que c'est lui. Simple. Qu'est-ce qui fait qu'une partie du corps vital au niveau des jambes, par exemple, a tendance à s'éloigner du corps physique? Comment y remédier? Manger de l'ail. J'ai l'impression d'avoir en moi un trou noir similaire à ceux qu'on retrouve dans l'espace. Ce trou noir absorbe de l'énergie haute en vibration. L'énergie absorbée ainsi s'en va très loin de moi, mais demeure quand même reliée à ma conscience. Je ne sens pas de perte d'énergie, mais l'existence de ce trou noir m'intrigue.